بسم الله الرحمن الرحيم. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est la 4e vidéo de notre institut, l'Institut international des sciences de la gestion des risques. Et celle-ci, elle est consacrée à l'incendie et les explosions. Donc, c'est la vidéo 004, incendie 001. Nous sommes le lundi 11 mai 2020. Il est 22 h. Donc, il s'agit du risque incendie-explosion. Les explosions ici, il s'agit d'explosions par les fumées. Tout d'abord, le risque, formule générale. Le risque est égal à la probabilité multipliée par les conséquences. La probabilité, il est souhaitable de la diminuer par toutes les techniques de prévention et les conséquences par toutes les techniques et méthodes de protection. Maintenant, pour l'incendie, la probabilité n'est pas élevée. On n'a pas du feu à chaque seconde. Par contre, les conséquences peuvent être catastrophiques. On peut comparer avec le risque du virus corona. On remarque que les probabilités sont très élevées, et les conséquences sont aussi très élevées. Il y a milliers de morts, et les effets sur l'économie aussi. Mais on les classe les deux parmi les risques majeurs. Les risques sismiques, les risques de vents violents, de volcans, etc. Donc, le risque incendie est un risque majeur. Donc, il faut analyser ce risque et l'évaluer correctement et prendre les bonnes actions de contrôle de ces aides. Donc là, c'est tout un processus général d'estimation de l'ampleur du risque et aussi de prise de décision, parce que les méthodes d'analyse nous permettent de bien décider, et puis soit d'accepter le risque ou une situation du risque, ou bien trouver des barrières et améliorer la situation. Donc il s'agit, là c'est la même démarche pour tous les risques, d'identifier, d'analyser, d'évaluer, de classer ces risques. Le classement nous permet d'agir selon nos moyens pour les réduire. Donc, seulement les risques ne se ressemblent pas. Chaque risque sera caractérisé par des données de référence. Si on prend le bruit, c'est en décibels, on le mesure. L'incendie, c'est en degrés, et etc. Mais pour les risques qui ne ressemblent pas au bruit, qui sont mesurables par des instruments, là, il s'agit là de les évaluer avec des grilles ou des méthodes, des matrices, des grilles ou des méthodes, etc., qui nous permettent de les classer, de hiérarchiser et d'agir par des plans d'action. Les méthodes d'analyse et d'évaluation des risques, tout d'abord, il y a les statistiques, il y a les checklists. Il y a cette méthode appelée l'analyse préliminaire des risques, APR, et en anglais Preliminary Hazard Analysis, qui est faite par un groupe, 5 personnes, 7 personnes, 9 personnes, qui autour d'une table d'analyse utilisant des tableaux. Cette méthode seule peut nous permettre de régler 80% des problèmes qui viennent des risques. Il reste 20%. Les 20% qui restent sont réglés par les méthodes, par les autres méthodes. Telles que par exemple, par ces deux méthodes combinées, l'analyse des modes de défaillance de réflexivité, la DEC, en anglais c'est FMEA, Failure Mode and Defects Analysis, ou bien par la méthode hazard d'opérabilité, ou bien la méthode what if. Si cet événement, qu'est-ce qui peut arriver? Donc ces deux méthodes vont nous permettre
d'avoir des matrices. Donc, les deux méthodes combinées nous permettent d'avoir des matrices d'évaluation des risques, ou carrément, en utilisant les couleurs, on voit les risques qui sont en rouge, qui ne sont pas réglés. Donc, ils ne sont pas réglés, on n'a pas trouvé de solution. Les risques qui sont en jaune, partiellement, on souhaite que tout devienne vert, mais il y a là un problème de coût, de situation réelle, et puis ce qui est en vert, en principe, c'est bon. Donc les matrices sont très utiles. Donc maintenant, ça nous permet de nous concentrer sur la zone où les risques sont placés dans la zone rouge. Donc, plusieurs autres méthodes d'analyse qui peuvent intervenir après être arrivés à cette matrice. L'analyse par les arbres de défaillance. Et là, c'est la méthode qui va nous permettre d'avancer très bien, de voir plus clair. Donc, nous aurons les défaillances, on va utiliser l'algèbre de Boole, et nous allons voir l'arbre tout à l'heure. Il y a même des logiciels qui vous permettent de développer des arbres de défaillance. Ensuite, l'analyse par arbre des causes. Cette méthode est réservée à plusieurs risques, mais surtout les accidents. Donc là, on cherche la cause des accidents, les dysfonctionnements organisationnels, etc. Nous avons par la suite l'analyse par arbre d'événements. Là, c'est le côté protection. Quand on a fait l'analyse par arbre des causes, c'est sûr qu'on n'a pas réduit le risque à zéro. Le risque zéro n'existe pas. Mais quand même, il ne faut pas qu'on baisse les bras. Donc, il faut dire, et si jamais le risque est réalisé, qu'est-ce qui va arriver? Là, c'est l'arbre d'événements qui va nous permettre de voir quelles sont les barrières, quels sont les moyens qu'il faut avoir, quel est le plan. Donc il y a plusieurs niveaux de plan d'opération interne, plan particulier d'intervention, etc. Et puis on a cette méthode morte qui est un peu parcourue. C'est surtout une méthode qui est utilisée par la NASA et par le ministère de l'Énergie aux États-Unis, c'est la méthode morte. Management Oversight and Review Technique, c'est vraiment un véritable checklist qui nous permet de voir quelles sont les défaillances dans le système, qu'est-ce qui manque, etc. Et puis tout ça est résumé par la méthode nœud papillon. Donc, nœud papillon, il y a l'arbre de défaillance, l'arbre des causes, et c'est toutes les méthodes d'analyse qu'on a vues vont aboutir à la méthode nœud papillon. Et puis il y a d'autres méthodes qui ne sont pas vulgarisées et sur lesquelles on n'a aucune idée. C'est maintenu au secret, voilà, parce qu'il y a une crainte. On ne veut pas que les pays qui ne connaissent pas la maîtrise des risques, de la maîtrise des risques à la maîtrise de notre risque, de la maîtrise des risques industriels à la maîtrise des risques nucléaires et puis au développement d'armes nucléaires. Donc, la méthode nœud papillon, c'est celle-ci. C'est comme un papillon d'une cravate. Hein. Il y a la partie prévention, la partie protection. Dans la partie prévention, il y a ce qu'on a appelé l'arbre de défaillance, qui commence par un événement redoutable, critique. C'est l'événement de tête plutôt. Et puis on le développe utilisant cet arbre, les portes et ou bien ou, et puis l'arbre est développé utilisant l'algèbre de Boole. Si on a la probabilité de chaque événement, des calculs nous permettent d'arriver à calculer la probabilité de cet événement de tête. Et là, c'est la partie prévention. Donc, si on n'est pas satisfait avec la probabilité, si la probabilité est élevée, on met des barrières. Des barrières, c'est ce qu'il y a en vert. On peut mettre là un détecteur de fumée, un système de désenfumage, ou un programme de formation, ou bien un mur coupe-feu. Avec ça, on recalcule. C'est sûr que la probabilité sera réduite. Et on a un événement, la probabilité de l'événement critique redoutable de tête. Si la probabilité est bonne, donc on travaille avec ça, sans dormir bien sûr. Là, il faut développer. Et si jamais ce risque se réalise, malgré les efforts qu'on a fait, donc on développe un arbre d'événements. Qu'est-ce qu'il faut? Le plan d'assistance mutuelle, l'appel des pompiers, un tas de choses.
La vitesse de propagation de l'incendie, c'est la chose qui fait peur. La vitesse, c'est très rapide. Donc ça va être confirmé par cette vidéo, la vitesse de propagation. Il s'agit là de petites secondes. An electric coil, acting like a carelessly dropped cigarette, is heating this upholstered cushion, causing smoldering. Ça peut commencer avec un petit feu dans le coin d'un fauteuil, petite flamme due à différentes causes, cigarette, ou échauffement par un radiateur, ou un court-circuit. Smoldering is slow combustion, taking place on the fuel's surface. Ça commence par une combustion très lente. Smoke is present without flame. Il n'y a pas de flamme. Ici, on a la fumée, on n'a pas la flamme. Smoldering can sometimes go on for hours before developing into flaming combustion. Des fois, ces petites fumées peuvent durer des heures. Mais malheureusement, dans certains cas, ce n'est pas des heures, c'est quelques petites secondes. Although smoke develops slowly in this phase, given enough time, it can fill a structure and kill occupants before any significant flaming is present. Malgré le fait que l'incendie n'est pas accompagné de grandes fumées, la salle peut être remplie par des fumées qui sont toxiques. Donc il faut commencer l'évacuation dès le début. C'est l'évacuation qui va sauver les choses. The fire is now progressing into the flame-producing stage. L'incendie est en train de progresser, les fumées montent. Flaming combustion can only occur when the necessary quantities of heat, fuel, and oxygen are present. Right now, we have a small flame. It is On voit l'apparition maintenant de la flamme. rapidly progressing into a substantial fire. As we noted earlier, the heat from the fire is producing combustible and toxic gases from... Donc, les chaleurs, cet incendie va produire de la chaleur, puis des fumées qui sont toxiques, etc. the burning chair. A smoke detector has been placed just outside the room. C'est bien de placer un détecteur d'incendie qui va nous informer très très tôt. Ce n'est pas toujours le cas, chez nous ce n'est pas une pratique utilisée. Donc des fois il n'y a pas de ces détecteurs de fumée alors qu'ils sont obligatoires un peu partout dans le monde. The fire has now given off enough smoke to activate the alarm, telling occupants to make an immediate escape. Donc l'alarme, ça ne veut pas dire qu'on commence à essayer d'éteindre l'incendie. Ça veut dire qu'il faut commencer à évacuer. The buoyant nature of the gases released from the burning chair causes the flame to spread upward. Donc les fumées montent, c'est la nature même des fumées. Les fumées montent, elles sont plus chaudes au niveau du plafond, moins chaudes au niveau du sol. C'est pour cela que l'évacuation, quand la situation est dégradée, se fait en rampant. En rampant, on trouve plus d'oxygène et moins de chaleur. Heat from the rising flames quickly ignites the draperies en route to the ceiling. The temperature at the ceiling above the chair is now 570 degrees Fahrenheit, 300 degrees Celsius. La température au plafond, c'est 300 degrés Celsius. If a residential sprinkler had been placed 8 feet diagonally from the corner, it would now activate. On aurait pu installer un système de détection-extinction automatique, sprinkler. Il aurait pu agir dès le début de l'incendie et mettre fin à cet incendie dès le début. An alarm and discharging water. Fire damage would be confined to the chair and curtains. Donc là, les dégâts dus à l'incendie auraient pu être réduits avec ce système sprinkler. Chose qui n'est pas une pratique connue chez nous. Même les habitations aux États-Unis, des fois, elles sont équipées de ces systèmes de détection-extinction sprinkler. The buildup of smoke and its toxic gases has now thickened into a hot, dense cloud in only 70 seconds since the first appearance of flame. Là, on est à la 70e seconde et la situation est devenue vraiment dangereuse. Par la suite, elle va être explosive.
This mushrooming cloud of hot, thick smoke and gas begins to act like a space heater, radiating heat downward. The paint and wall finishes, the furniture, paper, fabric, Tout brûle. Tout est wood and plastics in the room are beginning to decompose from the blistering heat. Les plastiques sont en train de se décomposer. And as they decompose, they contribute to the buildup of toxic and flammable gases. Et participent à la toxicité des fumées dans cette chambre. The smoke level continues to descend and is now 4 feet above the floor. The temperature at the floor has reached 212 degrees Fahrenheit, the boiling point of water. La température maintenant au sol a atteint 100 degrés Celsius. C'est la température d'ébullition de l'eau. Donc même là, si on veut évacuer, c'est trop tard. Avec cette température 100 degrés Celsius, l'évacuation devient impossible. C'est la fin, c'est la mort, elle est évidente. The huge quantities of smoke have now almost filled the room. The flow of hot air and radiant heat from the layer of smoke have combined to raise the temperature of everything in the room. The carpeting and other furnishings are now so hot that they are ready to burst into flame. Tout est en train de devenir chaud, tout brûle. And then, flashover. Every flammable object in the room is almost instantaneous. Et puis c'est le flash-over, le point d'éclair, et c'est l'explosion. Easily ignited. The combustible gases from the decomposing furniture are being consumed by fire. The room itself is an inferno. From a tiny flame on a chair to a room totally involved in fire took only 2 minutes. 2 minutes ont suffi pour arriver à cette situation. 2 petites minutes. Il fallait dans les 2 minutes avoir au moins évacué. Et peut-être essayer de commencer à éteindre. Si on a des détecteurs d'incendie et des systèmes sprinklers, la chose deviendrait un peu plus contrôlable. Donc si on évacue dans les 30 premières secondes, là c'est possible d'échapper à la mort. Sinon, après les 30 secondes, il y a tous ces problèmes qu'on a décrits dans la vidéo qui peuvent créer des dégâts. Donc, pour mieux comprendre, il faut voir ce qui se passe comme échange thermique dans les incendies. Tout d'abord, nous avons les rayonnements. Là, il s'agit d'un mode de propagation à distance qui peut se faire dans le vide. C'est les rayons électromagnétiques à distance entre un corps et un autre corps. Il n'y a pas de contact et pourtant la chaleur peut aller d'un corps le plus chaud au corps le plus froid. Nous avons la convection. C'est un transport de gaz chaud. Un gaz chaud donc monte. Donc c'est la poussée d'Archimède. C'est pour ça que les gaz chauds montent et on arrive à avoir des toits qui sont très très chauds et le sol moins chaud. La conduction a lieu lorsqu'il y a un contact entre deux solides ou deux milieux. Donc deux solides, la conduction peut passer la chaleur du solide le plus chaud au solide le plus froid. Et un autre mode de propagation, c'est la projection. Donc dans les incendies, les objets vont éclater, vont voyager dans l'air et vont être emportés. Toutes ces feuilles d'arbres, etc. peuvent aussi se projeter et puis aggraver la situation. On va résumer ça par cette vidéo. Nous allons voir les différents modes de propagation. Ils sont au nombre de 3. La conduction, la convection et le rayonnement. Pour la conduction, prenons un chalumeau et une barre de cuivre. Le cuivre a la propriété d'être un bon conducteur thermique. Chauffons-le à une extrémité. Et rapidement, nous nous rendons compte que la chaleur se transmet à l'autre extrémité. La chaleur se propage donc de proche en proche sans transfert de matière. C'est ce qui explique que dans certains incendies, la propagation peut se faire
d'une pièce à une autre par l'intermédiaire de différents conduits, gaz, chauffage ou eau. Second mode de propagation, la convection. Imaginons le plafond d'une pièce représenté par cette feuille de papier, le foyer représenté par cette bougie. Les gaz issus de l'incendie étant chauffés, ils sont plus légers que l'air. Ils ont donc une tendance à monter. En entrant en contact avec le plafond, ils s'étalent, se refroidissent, s'alourdissent et retombent. Lorsqu'ils entrent à nouveau en contact avec le foyer, ils se réchauffent, s'allègent et remontent. Au bout d'un certain temps, ils auront transmis suffisamment de chaleur pour propager l'incendie au plafond. Troisième mode de propagation, le rayonnement. Si la conduction utilise comme support les solides, la convection les fluides, le rayonnement, lui, n'a besoin d'aucun support. C'est le cas de ce chauffage. Lorsque sa résistance est chauffée au rouge, elle diffuse la chaleur dans la totalité de la pièce, tel un rayon lumineux. Nous allons voir les différents modes de propagation. Donc c'est la fin de cette vidéo. Nous vous prions de nous contacter par SMS, par email ou par vos commentaires. Votre participation est la bienvenue. Abonnez-vous à nos chaînes. Nous vous remercions pour votre attention et intérêt à nos activités. À très prochainement.